Sous le soleil du Sahel, un drone fend le silence. Hier, le champ était fissuré et dépendant d'aide. Aujourd'hui, un programme de 600 millions réoriente 60 000 hectares et 2000 drones, alimente des gouttes à gouttes solaires, relie des capteurs d'IA qui lisent l'humidité heure par heure, forme des techniciens ruraux et déplace le centre de gravité des semences et des logiciels vers Ouagadougou, et construit des ateliers où l'on fabrique, répare et code sans permission étrangère. Que signifie, pour Ibrahim Traoré, ce code semé dans la terre? Une dignité nouvelle pourrait germer, enfin assumer. Ce n'est pas seulement une histoire de champs irrigués ou de drones agricoles. Le pari lancé par Ibrahim Traoré touche au cœur de la souveraineté africaine. Transformer l'agriculture de survie en moteur d'indépendance. Le Burkina Faso a misé 600 millions. 200 millions de dollars sur un programme inédit, 60 000 hectares connectés, 2000 drones fabriqués localement, une intelligence artificielle du sol qui parle le langage de la pluie. Le bénéfice promis, une réduction de 40% des importations alimentaires d'ici 3 ans, mais surtout la fin d'une dépendance psychologique vieille d'un demi-siècle. Le risque, lui, est clair. Déclencher une résistance géopolitique, car chaque hectare récupéré est un contrat perdu pour l'Occident. Cette tension nourrit la promesse du récit. Quand un petit État ose recoder son destin, le monde observe, inquiet. Le spectateur ne regarde plus une réforme, il assiste à un basculement. Alors, la main africaine peut-elle vraiment reprendre le contrôle sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? Le tournant n'a pas commencé par une révolte, mais par un document administratif. En janvier 2025, le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso a publié un plan de 42 pages. Initiative pour la souveraineté verte. Derrière ce titre sobre se cachait un déplacement historique de 600 millions de dollars détournés des circuits d'aide étrangères pour être investis directement dans les technologies nationales, la formation rurale et la production locale. Ce fut la première fois qu'un pays sahélien plaçait l'innovation avant la dépendance. Les chiffres étaient précis. 60 000 hectares de terres irriguées intelligentes, 2000 drones conçus et assemblés dans des ateliers de Kadougou, 45 000 emplois ruraux créés d'ici 2026. Le projet s'appuyait sur 4 piliers: indépendance hydrique, mécanisation citoyenne, éducation technique et souveraineté régionale. Ensemble, ils formaient un écosystème où chaque capteur, chaque goutte d'eau et chaque ligne de code répondait à une ambition: que le progrès ne vienne plus de l'extérieur, mais de la terre même. Le changement d'échelle s'est fait sentir dès les premiers mois. Les agriculteurs ont commencé à coder leur calendrier d'irrigation, les drones ont pulvérisé des engrais bio fabriqués à partir de minéraux locaux, et les pôles d'apprentissage se sont multipliés. Le sol burkinabé cessait d'attendre les moussons, il dialoguait désormais avec les satellites. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une simple réforme. C'était un acte de foi, une déclaration d'indépendance technologique. Les observateurs étrangers parlaient de protectionnisme déguisé. Lui y voyait une renaissance. Car pour la première fois depuis des décennies, un pays africain décidait que son avenir ne passerait plus par les couloirs des bailleurs de fonds, mais par le code inscrit dans ses champs. La révélation était double. L'Afrique ne voulait plus seulement survivre, elle voulait concevoir. Et cette nuance allait redéfinir la carte du pouvoir. Dans les plaines de Bobo-Dioulasso, un agriculteur de 63 ans ajuste le contrôleur de son premier drone. Il s'appelle Yacouba. L'an dernier encore, il n'avait jamais touché un smartphone. Aujourd'hui, il surveille température et irrigation depuis une tablette solaire, aidé de son petit-fils. Son rendement a triplé en une saison. Ce n'est pas un miracle, dit-il. C'est la première fois que la Terre lui répond. Ce micro-récit incarne la mutation voulue par Ibrahim Traoré. Faire de chaque citoyen un acteur technicien, non plus un bénéficiaire passif. Dans tout le pays, des pôles de formation rurale ont ouvert. On y apprend à coder les cycles d'arrosage, à calibrer les capteurs d'humidité, à réparer les microvannes. Les mains calleuses d'hier deviennent les mains expertes de demain. La transformation n'est pas seulement matérielle, elle redéfinit le rapport entre savoir et dignité. L'impact social s'est fait sentir aussi vite que la saison des pluies, le chômage rural a reculé, les marchés locaux
se sont réorganisés autour d'une économie de maintenance et d'innovation. Ce que l'on appelait autrefois aide au développement devient production partagée. Mais la question sous-jacente demeure: cette indépendance naissante survivra-t-elle aux forces qui prospéraient sur la dépendance ? Tout a commencé par un frémissement politique. Lors de l'annonce du programme de 600 millions de dollars, les marchés internationaux ont vacillé. Paris, Londres et Washington parlaient de expériences risquées, d'utopie souverainiste. Pourtant, à Ouagadougou, la foule rassemblée devant l'Assemblée nationale criait victoire. Ce jour-là, Ibrahim Traoré prononça des mots que les Africains n'avaient pas entendus depuis longtemps: « Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse ». En une phrase, il inversait le récit colonial. L'aide étrangère cessait d'être un devoir moral, elle devenait une dépendance à rompre. La mise en œuvre du plan prit la forme d'une bureaucratie insurgée: réaffectation budgétaire, audit de contrats, redirection des subventions. Les grandes ONG se virent écartées des appels d'offres, les ministères techniques prirent la main. Des ingénieurs locaux, formés à Moscou ou Dakar, furent rappelés pour concevoir les premiers prototypes de drones agricoles. En 6 mois, la première flotte de 100 appareils sortit des ateliers de Kadougou. Lorsque les drones survolèrent pour la première fois les champs irrigués de la vallée du Kou, les images inondèrent les réseaux sociaux. Le hashtag MenAfricaine devint viral. Pour la jeunesse du Sahel, la technologie cessait d'être un rêve importé, elle devenait un acte patriotique. L'effet psychologique dépassa toute statistique. Pour beaucoup, c'était la première fois que la politique du gouvernement ressemblait à une promesse tenue. Mais la réaction extérieure fut immédiate. Des think tanks européens publièrent des notes alarmistes sur la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Des ministres occidentaux insinuèrent que le Burkina Faso menaçait la stabilité commerciale. Et, dans les couloirs discrets de la diplomatie, on évoquait déjà la possibilité de sanctions. Pourtant, le pays ne céda pas. Ibrahim Traoré multiplia les discours, souvent depuis des serres expérimentales plutôt que depuis son palais. Sa rhétorique liait la souveraineté alimentaire à la dignité humaine. Nourrir ses enfants devenait un acte de résistance. À mesure que les champs verdissaient, la peur cédait la place à une fierté neuve. Dans les villages, les agriculteurs formaient des coopératives, échangeaient leurs données de récolte et parlaient de économie de la dignité. Les opposants internes, eux, dénonçaient la concentration des financements et les risques de corruption. Le débat fit rage à la radio, parfois virulent, mais désormais national. Les Burkinabés débattaient enfin de leur propre avenir, sans traducteurs étrangers. Ce fut la véritable révolution, un peuple qui discute, innove et doute par lui-même. Le point de bascule était atteint. L'indépendance ne se proclamait plus, elle se cultivait. Le changement au Burkina Faso n'est pas qu'un récit symbolique, il se mesure désormais en chiffres. En un an, la production agricole nationale a augmenté de 38%, selon les estimations conjointes du ministère de l'Agriculture et de la Banque ouest-africaine de développement. Cette progression, inédite dans la région, repose sur 3 leviers: l'optimisation de l'irrigation, la mécanisation locale et la réduction des pertes post-récolte. Chaque indicateur raconte un basculement concret. On peut observer ici que la productivité. Les 60 000 hectares de terres irriguées intelligentes ont généré une hausse moyenne de 2,7 tonnes supplémentaires par hectare, soit près du double du rendement observé avant la réforme. Cette performance s'explique par l'utilisation d'un réseau de capteurs IA mesurant en temps réel l'humidité et l'acidité du sol. Les agriculteurs ne prient plus pour la pluie, ils programment leur récolte avec la précision d'un ingénieur. On peut observer ici que la balance commerciale. D'après le rapport semestriel de 2025, les importations de denrées alimentaires ont chuté de 17% au cours des 9 premiers mois. Cette baisse partielle, encore modeste, équivaut déjà à plus de 300 millions de dollars d'économies. Si la tendance se maintient, la réduction pourrait atteindre 40% à l'horizon 2027. Derrière ces pourcentages se cache un tournant psychologique. Chaque tonne produite localement devient un acte d'émancipation économique. On peut observer ici que l'emploi rural. Le programme a permis la création directe de 45 000 emplois, techniciens, réparateurs, opérateurs de logiciels agricoles. Plus remarquable encore, 32% de ces postes
ont été pourvus par des jeunes femmes issues des régions périphériques. Le numérique agricole n'est donc pas qu'une politique industrielle, c'est un projet social et générationnel. Mais ces chiffres ne suffisent pas à saisir la portée de la transformation. Ibrahim Traoré insiste sur la logique d'interdépendance. Les données des capteurs sont stockées sur des serveurs nationaux, les drones utilisent des logiciels développés localement et les formations en agrotech alimentent une économie circulaire du savoir. En d'autres termes, la souveraineté se code autant qu'elle se cultive. À l'international, les observateurs oscillent entre admiration et prudence. Certains craignent que cette autonomie naissante fragilise les flux commerciaux. D'autres y voient le modèle d'un Sud global qui réinvente le développement à partir de ses propres ressources. Dans cette matrice de chiffres et d'aspirations, le plus frappant n'est peut-être pas la croissance économique, mais la confiance retrouvée. Celle d'un peuple qui, pour la première fois depuis des générations, sait que la récolte dépend de son propre savoir. L'ambition d'Ibrahim Traoré n'a pas échappé à la controverse. Dès les premières récoltes, deux camps se sont affrontés dans les médias et les chancelleries. Les défenseurs du modèle burkinabé, qui y voient une reprise de contrôle historique, et les sceptiques, convaincus qu'un État enclavé ne peut affronter seul les marchés mondiaux. Certains avancent que le réalisme économique. Les institutions financières occidentales rappellent que l'aide internationale a longtemps amorti les chocs climatiques et stabilisé les prix agricoles. Selon elles, retirer brutalement ces filets pourrait exposer les producteurs aux aléas du marché et à l'inflation. Leurs experts soulignent le coût d'entretien des infrastructures et la difficulté à garantir une maintenance durable sans capitaux étrangers. Certains avancent que la dépendance technologique inversée. Certains analystes redoutent que la souveraineté numérique promise ne soit qu'un mirage. Les capteurs et logiciels restent en partie conçus à l'étranger. L'autonomie serait donc relative. Pour ces observateurs, la déconnexion trop rapide risque d'isoler le pays des flux d'innovation mondiaux. La réponse ? La maîtrise graduelle. Les autorités burkinabées admettent ces contraintes, mais opposent des faits. Depuis 2024, 62% des composants utilisés dans les drones sont produits localement et un partenariat interafricain avec le Mali et le Niger vise à mutualiser la R&D. Le gouvernement a également créé un fonds de maintenance financé par une taxe symbolique sur les exportations agricoles. Chaque kilo de mil vendu contribue à l'entretien du système. Ibrahim Traoré tranche le débat d'une phrase devenue refrain « Nous n'avons pas besoin d'être isolés pour être indépendants ». Son approche n'est pas un repli, mais une redéfinition du partenariat. Produire localement d'abord, commercer ensuite. La discussion n'oppose plus dépendance et autonomie, mais contrôle et consentement. Ce que le Burkina Faso tente, c'est d'équilibrer la coopération sans suggestion. Et si cette équation réussit, elle pourrait devenir le modèle d'une Afrique qui négocie d'égal à égal, non plus en quémandant, mais en proposant. Un champ peut être un laboratoire. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au milieu d'un discours sobre, a marqué un tournant. Ce n'était plus seulement un plan agricole, c'était une redéfinition du pouvoir. Pour la première fois, un chef d'État liait la souveraineté alimentaire à la souveraineté cognitive. L'agriculture devenait un langage de science et la terre, un serveur de données. Le moment charnière survint lorsque les drones burkinabés furent exportés vers le Mali et le Niger, scellant la naissance du du triangle d'indépendance de l'Alliance des États du Sahel. Cette circulation de machines locales symbolisait une bascule silencieuse. L'Afrique ne consommait plus la technologie, elle la produisait. À ce point de l'histoire, les observateurs étrangers commencèrent à comprendre que ce projet n'était pas une rupture folklorique, mais une stratégie de civilisation. Et, dans les villages, la fierté se mêlait à la prudence. Les anciens parlaient de semences, les jeunes de capteurs, mais tous savaient qu'ils cultivaient la même chose, l'idée de ne plus dépendre. Le champ, désormais, répondait autant au ciel qu'à l'esprit. Les effets du programme de souveraineté agricole se sont répercutés bien au-delà des frontières du Burkina Faso. 4 sphères ont connu des transformations tangibles, nationales, économiques, sociales et régionales. Sur le plan national, la refondation institutionnelle. Les ministères, longtemps dépendants des conseils d'experts étrangers, ont réorganisé leur direction en pôles autonomes. Les décisions ne se prenaient plus à Bruxelles ou à Washington, mais à Ouagadougou.
Le ministère de l'Agriculture a intégré un département d'innovation numérique chargé de coordonner la cartographie des sols et l'entretien des capteurs. Cette nouvelle bureaucratie, formée à la rigueur technologique, a redonné à l'État une compétence que des décennies d'aide avaient érodée. Sur le plan économique, la circularité productive. Les ateliers de fabrication de drones et de pompes solaires sont devenus les noyaux d'une économie locale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2000 drones assemblés, 600 techniciens formés, 45 000 emplois créés. Mais plus que les salaires, c'est la chaîne de valeur qui s'est déplacée. Les engrais bio produits à partir de minéraux burkinabés ont remplacé une partie des importations européennes. Cette substitution de produits a permis de conserver environ 300 millions de dollars dans le circuit intérieur en 2025. Sur le plan social, la dignité retrouvée. Dans les zones rurales, la perception du travail agricole s'est métamorphosée. Ce qui était jadis perçu comme une activité de survie est désormais vu comme une profession de fierté. Des formations continues ont intégré les femmes et les jeunes, brisant les hiérarchies traditionnelles. La diffusion des tablettes solaires a permis à des milliers de petits exploitants de suivre leurs récoltes, transformant la culture en science appliquée. Nous n'attendons plus la pluie, disait un agriculteur. Nous l'anticipons. Sur le plan régional, la contagion stratégique. Le Mali et le Niger, inspirés par l'expérience burkinabé, ont signé des protocoles de coopération pour partager brevets, formations et systèmes de maintenance. Ces accords ont consolidé une zone économique sahélienne fondée sur la production et la donnée. L'Union africaine a salué cette alliance comme un précédent continental. Mais derrière les succès se dessinent les tensions. Les fournisseurs occidentaux de semences et d'engrais, perdant leur part de marché, ont commencé à exercer des pressions diplomatiques. Certains prêts internationaux ont été retardés et des sanctions commerciales envisagées. Ibrahim Traoré, lucide, parle d'un test de maturité. L'indépendance se mesure à la vitesse avec laquelle on résiste à la peur. Ainsi, la souveraineté agricole n'est plus un idéal, mais une pratique quotidienne, faite d'ajustements, de patience et de courage. À mesure que le programme s'enracine, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso, entre consolidation, expansion et résistance. La voie de base, stabilisation mesurée. Dans ce scénario, le pays parvient à maintenir la croissance agricole autour de 25%, tout en préservant la cohésion régionale. Les coopératives locales se renforcent, la chaîne d'approvisionnement intérieure se solidifie, et les tensions diplomatiques s'atténuent grâce à des partenariats commerciaux limités mais pragmatiques. L'enjeu principal devient la gestion de la maintenance des infrastructures et la continuité du financement. Ibrahim Traoré adopte alors un rôle de garant technique plus que politique. Le Burkina Faso devient laboratoire d'autonomie maîtrisée. La projection optimiste, effet d'entraînement continental. Le succès logistique inspire d'autres nations du Sahel à adopter un modèle similaire. L'alliance AES, Burkina Faso, Mali, Niger, se transforme en un bloc économique régional, mutualisant brevets, formations et données agricoles. La production locale dépasse la demande, permettant des exportations vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les partenaires asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, s'y intéressent pour leur propre marché intérieur. Dans ce scénario, le Burkina devient symbole du renversement d'un demi-siècle de dépendance économique. La version critique, pression et contre-courant. Face à l'autonomie du Sahel, les institutions occidentales pourraient resserrer les conditions de crédit, imposer des restrictions sur les composants électroniques, voire encourager des blocages diplomatiques. Le ralentissement logistique se doublerait d'une campagne médiatique soulignant les risques d'isolement. Le gouvernement devrait alors arbitrer entre souveraineté et survie économique, sans céder à la provocation. La clé du succès réside dans la redondance locale, multiplier les pôles de production indépendants, renforcer les liens de recherche interrégionaux et ancrer la valeur ajoutée sur le territoire. Le vrai test, comme le rappelle Ibrahim Traoré, n'est pas de résister à la tempête, mais d'apprendre à semer sous la pluie. L'histoire du Burkina Faso ne se lit plus seulement dans les rapports économiques, elle se ressent dans la vie quotidienne. Dans les écoles, les enfants apprennent à coder des vannes d'irrigation avant même de tracer des cartes. Dans les églises et les mosquées, les prières se mêlent à des mots nouveaux, autonomie, dignité, responsabilité. Ce glissement du vocabulaire traduit une mutation silencieuse, celle d'un peuple qui cesse de mendier l'avenir pour commencer à le concevoir.
Les jeunes, longtemps tentés par l'exode, voient désormais dans la terre une promesse d'avenir. La technologie agricole n'est plus perçue comme un outil lointain, mais comme un langage de transformation. Une génération née dans la dépendance découvre qu'elle peut créer du progrès au lieu de le recevoir. Des concours régionaux d'agrotech ont vu le jour et les radios locales diffusent des émissions où les paysans expliquent leurs innovations en direct. Le mot fierté y revient sans cesse. Pour Ibrahim Traoré, la réussite du programme ne se mesure pas seulement en tonnes de mil ou de riz, mais en confiance retrouvée. Il parle d'un réarmement moral, d'un réveil du regard. Le citoyen burkinabé, longtemps spectateur de son propre destin, devient acteur. Et cette bascule intérieure est peut-être la plus puissante de toutes. La souveraineté agricole ne s'improvise pas, elle s'organise. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a établi une feuille de route en 5 étapes, pensée pour transformer une ambition politique en structure durable. Consolider la base technique, renforcer les infrastructures existantes, maintenance des 60 000 hectares de champs intelligents, calibration des capteurs et extension progressive vers les zones semi-arides. Chaque région dispose désormais d'un centre d'ajustement automatisé chargé de surveiller l'efficacité énergétique. Former et certifier. Lancer un programme national de certification agrotech intégré aux universités et lycées techniques. L'objectif, 20 000 techniciens certifiés d'ici 2027. Cette étape vise à verrouiller la compétence sur le territoire afin d'éviter une fuite du savoir. Mutualiser la recherche. Créer un consortium sahélien d'innovation reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'enjeu, partager brevets, données climatiques et modèles d'IA agricole. Cette interopérabilité renforce la sécurité régionale autant qu'elle stimule la compétitivité. Ancrer la valeur ajoutée. Développer des unités locales de transformation alimentaire et de recyclage des déchets organiques. Chaque tonne produite doit générer un emploi direct ou une exportation. Le but n'est pas seulement de produire, mais de produire utile. Mesurer, ajuster, itérer. Publier des indicateurs trimestriels transparents, rendement, coût, exportation, taux d'emploi. L'évaluation continue devient un outil de gouvernance. Dans cette architecture, la technologie n'est qu'un levier. La véritable matière première, c'est la volonté. Et si cette méthode, claire, mesurable, réplicable, devenait le nouveau modèle africain de développement ? Le soir tombe sur les plaines du Sahel. Dans une serre de verre éclairée par des lampes solaires, Ibrahim Traoré observe un champ de mil se balancer au vent. Ce n'est pas la grandeur du programme qu'il contemple, mais sa simplicité. Un peuple qui se relève, graine après graine. Autour de lui, des jeunes techniciens ajustent les drones, des femmes notent les relevés d'humidité sur des tablettes et les anciens murmurent des prières de gratitude. Cette image rappelle le premier chant de Yacouba, cet homme de 63 ans, qui avait appris à piloter un drone pour nourrir sa famille. De son geste maladroit est née une révolution. Le cycle se referme comme une boucle d'espoir. Ce qui fut dépendance devient maîtrise, ce qui fut demande devient offrande. L'Afrique ne demande plus qu'on la regarde, elle s'observe elle-même, avec fierté. La phrase de Traoré résonne encore. Nous n'avons jamais manqué de terre, seulement de foi en nos mains. Et ce soir, ces mains travaillent, sèment, programment et rêvent. Le récit du Burkina Faso ne se termine pas ici. Il s'étend, comme les sillons d'un champ au lever du jour, vers ceux qui écoutent et observent. Ce que Ibrahim Traoré a semé dépasse la politique. C'est une invitation à repenser le lien entre dignité et autonomie. Chaque pays, chaque village, chaque citoyen peut y voir un miroir, celui d'un monde qui choisit de bâtir au lieu d'attendre. Dans cette ère où les dépendances se déguisent en solidarité, le Burkina Faso rappelle une vérité ancienne. La liberté ne se donne pas, elle se cultive. Elle pousse lentement entre le courage et la patience, entre la terre et la pensée. Alors, spectateur ou acteur, si cette histoire vous parle, partagez-la. Parlez-en, écrivez, semez vos idées comme on sème des graines. Car la prochaine récolte ne sera peut-être pas faite de mil, mais de conscience.